Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Franck Négrier, je suis radiothérapeute à Chaigneux. Alors je vais parler de radiothérapie, je ne sais pas si vous entendez. Je suis un petit peu... C'est bon. Je vais vous parler de radiothérapie au sens général, d'abord dans sa globalité, et ensuite effectivement je montrerai quelques vidéos, quelques techniques que l'on fait dans le service. Alors bon, un tout petit peu d'historique, rassurez-vous sur une seule diapo, c'est pour vous montrer que la radiothérapie ça date pas d'aujourd'hui. Ça remonte avec Roten donc dans les années 1900, puis Becquerel en 1896. La vraie radiothérapie, c'est Marie Curie donc, vers les années 1900 qui ramène un morceau de radium des États-Unis et qui commence à appliquer, c'est vraiment l'ancêtre de la radiothérapie. On appliquait presque à la main sur la tumeur des morceaux de radium. C'était vraiment le début de la radiothérapie. Après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cobalt, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est l'ancêtre des accélérateurs de radiothérapie actuels. Et puis bon, les accélérateurs de particules tels qu'on les connaît sont apparus vers les années 60. La radiothérapie conformationnelle, où vraiment on commence à bien visualiser les endroits où l'on veut délivrer de la dose de radiothérapie et les endroits que l'on veut épargner. Et enfin, les dernières techniques d'irradiation se développent depuis les années 2000. Donc, j'explique un petit peu ce que c'est que de la radiothérapie. La radiothérapie, donc, c'est en fait utiliser les radiations ionisantes à des fins thérapeutiques. Donc, c'est un traitement loco-régional des cancers. Et le but, c'est bien sûr de détruire les cellules cancéreuses en épargnant les tissus aux alentours. Voilà, un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement qui est capable donc, de créer des ionisations. Et donc, le but, c'est de détruire les cellules cancéreuses. Donc, il faut savoir qu'en fait, on parle de radiothérapie. Ça sous-entend radiothérapie externe par abus de langage. Mais il y a trois types de radiothérapie. La principale, celle qui est largement la plus utilisée, c'est la radiothérapie externe, donc, dont je vais vous parler. C'est la seule que je vais développer, où la source d'irradiation est à l'extérieur du patient. Donc, c'est ce dont je viens de vous parler. Je ne vais pas développer la stéréotaxie, c'est une technique un peu particulière où on fait des très fortes doses de radiothérapie externe. Ça ressemble presque à une ablation chirurgicale de la tumeur. C'est une technique bien particulière. La curithérapie, qui est également employée, c'est des sources de radiothérapie qui sont posées à côté du tissu à traiter, à côté du tissu tumoral, soit par voie chirurgicale, soit en utilisant une cavité naturelle comme le fond vaginal. C'est une technique qui est souvent utilisée dans le cancer de l'utérus ou le col de l'utérus. Et enfin, la radiothérapie métabolique, qui en fait est dispensée dans les services de médecine nucléaire, où en fait ça consiste à injecter, on voit le petit schéma, une petite piqûre, où on injecte le produit radioactif, et le produit radioactif est greffé à une molécule qui vient permettre de s'arrêter à un endroit bien particulier. L'exemple le plus connu et de loin, c'est l'iode radioactif dans le cancer de la thyroïde, où justement, par affinité pour l'iode, on va directement aller irradier les cellules cancéreuses thyroïdiennes. Donc la radiothérapie externe, il y a plusieurs buts. Bien sûr, on peut l'utiliser de façon curative. L'exemple le plus connu, c'est la prostate. On réalise une radiothérapie pour, entre guillemets, guérir les cancers de la prostate. On peut parfois l'associer à la chimiothérapie dans les cancers de la sphère ORL, dans les cancers du col de l'utérus, moi je ne vais pas trop développer. On peut l'utiliser de façon adjuvante, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait opérer va avoir ensuite une radiothérapie pour réaliser en quelque sorte une sorte de nettoyage microscopique du site où on a été opéré. Et de façon néoadjuvante également, c'est-à-dire on fait une radiothérapie avant d'opérer, de façon à faire fondre la tumeur et de façon à améliorer les résultats et diminuer le risque de récidive. Un terme prophylactique, c'est très important en radiothérapie. Prophylactique, ça veut dire prévenir l'apparition de la maladie ou l'empêcher son aggravation. Donc on fait beaucoup de radiothérapie ganglionnaire, que ce soit pour le sein où on va faire une radiothérapie de l'aisselle, la prostate on irradie les aires ganglionnaires qui sont dans le bassin, aux alentours, puisque les cellules cancéreuses, certains cancers aiment venir se diffuser le long des ganglions. Et donc on fait une radiothérapie en sorte préventive dans ces aires ganglionnaires. On n'est pas certain qu'il y ait des cellules cancéreuses, mais le but c'est de diminuer le risque qu'il y ait des métastases ganglionnaires qui apparaissent dans un second temps. Enfin, on peut faire une radiothérapie palliative, pour décomprimer une tumeur, pour avoir un effet antalgique, donc contre la douleur au niveau de l'os par exemple, ou pour arrêter un saignement. Alors je vous montre l'ancêtre. L'ancêtre c'est le cobalt. Voilà, ça c'est une photo que j'ai trouvée sur internet bien sûr, on n'a plus de ça à Chaigneux. Voilà, donc en fait je vais vous montrer un petit peu le schéma, mais en fait on prenait un petit morceau de cobalt radioactif qui est coincé quelque part dans l'accélérateur, et en gros on dirigeait le faisceau de photons pour irradier les gens. Alors c'est assez simple, ça coûte pas cher, ça c'est bien, mais on n'a qu'une seule énergie, c'est pas très précis. Et puis en plus l'inconvénient c'est que comme tout morceau radioactif,
plus on attend, ce qui fait qu'au départ le morceau de cobalt est neuf, donc ça va vite, on fait des séances en 10 minutes, et puis après au fur et à mesure il se dégrade, donc il est moins efficace, donc la durée des séances augmente. Donc ça c'était l'ancêtre. Voilà, donc vous voyez le petit bout de cobalt qui est coincé là, et puis bon, c'est le faisceau est focalisé. Et puis pour je sais pas si vous m'entendez bien, ouais, pour modeler le... Pardon. Pour modeler la forme, pour donner une forme au faisceau d'irradiation, on n'avait pas le multilame, je vais vous montrer ce que c'est après que le multilame. On utilisait des alliages de métal qui s'appelait le céroban, qui permettait d'arrêter les rayons, et ce qui fait que en fait, cet alliage était positionné ici à la sortie du collimateur pour pouvoir donner la forme souhaitée. Donc c'était quand même assez lourd comme système et assez peu précis. Donc voilà les accélérateurs tels qu'on les connaît, ça c'est celui de chez Nieu. Donc voilà, on a déjà le choix entre des électrons et des photons. Alors très brièvement, les électrons on les utilise très peu, mais on les utilise pour traiter les parties toutes superficielles des tumeurs qui sont localisées soit à la peau ou soit immédiatement sous la peau. Donc on a une pénombre étroite, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus précis. Le débit est constant bien sûr, c'est-à-dire que ça ne se dégrade pas avec la longévité du morceau de cobalt. Et on peut greffer sur cet accélérateur des systèmes d'imagerie embarqués. Donc vous voyez ici, c'est là l'accélérateur, je vais vous montrer un tout petit plan pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les rayons sortent par là, et ça sert à faire des images, pour visualiser un petit peu les champs de radiothérapie. Mais ça, à 90 degrés, est greffé cet appareil d'imagerie, je vais en donner un petit mot à la fin, qui permet de réaliser des images pour savoir si on est bien positionné sur la table, ça sert à ça, et de qualité nettement supérieure aux images que peut générer l'accélérateur qui tire des rayons qui ne sont pas vraiment faits pour faire des images, mais qui sont plutôt faits pour traiter les cancers parce que de beaucoup plus haute énergie. Donc bien sûr, c'est pas du tout il y a beaucoup plus d'entretien, de contrôle qualité, de vérification et de revérification. Et bien sûr là, il faut mettre en valeur le travail des physiciens qui passent. C'est aussi important un physicien qu'un médecin dans un service de radiothérapie, puisqu'il passe énormément de temps à contrôler, à recontrôler les appareils. Donc je vous parlais du multilame, c'est ça en fait. Donc c'est cet appareil qui est greffé en fait à l'intérieur du collimateur, et ce sont des petites lames, donc à peu près même alliage que tout à l'heure, sauf que ce sont des lames qui sont motorisées. Chaque petite lame a un petit moteur et qui permet en fait de donner la forme du faisceau que l'on veut. Alors on garde des petits alliages en cérobon, vous voyez cet appareil, on est obligé de le garder pour les fameux électrons dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettent de traiter de façon superficielle. Voilà, on est obligé d'utiliser encore des alliages, mais c'est vraiment pas la majorité des traitements. Donc voilà, en fait, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le principe d'un accélérateur, on tire un électron, un petit canon à électrons, ça accéléré dans un champ magnétique. Alors on peut l'accélérer plus ou moins vite selon l'énergie qu'on veut donner au photon. Hop, un petit looping, et ça sort par là. Alors soit on laisse les électrons à l'état brut, soit il y a une espèce de plaque de tungstène qui vient se glisser ici, et là, l'électron est transformé en photon, en fait, pour faire bref. Alors, radiobiologie, vous inquiétez pas, c'est un domaine complexe, c'est simplement pour comprendre, parce qu'on me pose souvent la question en consultation, de savoir comment est-ce que la radiothérapie agit contre les cellules cancéreuses. Donc je vais rester simple, c'est juste pour poser quelques bases. Donc, ça c'est le plan, ça va de la phase d'ionisation à la phase physique qui va très 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 vite, aux effets tels qu'on les connaît, c'est-à-dire les effets secondaires et puis bien sûr tuer les cellules cancéreuses qui sont beaucoup plus longs. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas développer ça. L'électron il est là, il arrache d'autres électrons, ça génère des photons, voilà, ça c'est la partie physique, on ne va pas développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pense que les électrons ou les photons agissent directement, alors qu'en fait, il y a 80% de l'effet de la radiothérapie qui passe par l'eau. Le corps humain est composé de je ne sais plus combien de pourcentage d'eau, je crois que je dirais 90%. Et donc en fait, la radiation ionisante arrive et casse la molécule d'eau en ces espèces de drôles de choses qui s'appellent des radicaux libres, qui peuvent eux-mêmes, sous l'effet de l'oxygène, se retransformer en radicaux libres un peu plus puissants. Et c'est en fait eux qui sont responsables de 80% de l'effet de la radiothérapie, puisque c'est eux qui vont casser des morceaux d'ADN, parce que le but c'est de casser de l'ADN au final, et la radiothérapie va, elle, être responsable directement de 20% de l'effet que l'on souhaite obtenir. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de façons d'abîmer de l'ADN, on peut le casser à différents endroits, et qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a cassé l'ADN? Alors là, ce que l'on souhaite pour la cellule saine, par exemple, on traite un cancer du poumon, on a la tumeur pulmonaire cancéreuse, il y a du poumon aux alentours qui va recevoir une certaine dose d'irradiation. Les cellules normales ont des capacités de réparation de leur ADN qui sont très performantes, contrairement aux cellules cancéreuses qui, elles, ont un système de réparation qui est en fait assez peu performant. Donc ce que l'on souhaite, c'est que la cellule du poumon, elle, une fois qu'elle a reçu
une faible dose d'irradiation, arrive à se réparer, et hop, elle survit. Réparation incomplète, c'est ce que l'on souhaite, et on espère que du coup la cellule cancéreuse, elle n'arrive pas à se réparer, et donc meurt dans un second temps. Et bien sûr, il y a des cellules qui arrivent à se réparer, mais pas complètement, et ça donne des mutations. Donc en fait, pourquoi cette explication? Ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, un cancer de la prostate, on est obligé de le faire en 37 séances étalées sur 2 mois. C'est parce qu'on donne, en fait, au final, on donne des petites doses d'irradiation tous les jours, ce qui permet aux cellules de la vessie, du rectum, de se réparer tous les jours, mais la cellule cancéreuse prostatique, elle, ne va pas arriver à se réparer. Donc ça permet de répondre à cette question. Alors pourquoi est-ce qu'on a des effets secondaires aigus? Parce que l'on a beau laisser le temps aux cellules saines de se réparer, il y en a quand même qui meurent, et donc à force qu'il y en a un certain nombre qui meurent, cellules, ça donne un effet tel qu'on peut le recevoir, puisqu'il manque des cellules, par exemple. Donc le meilleur exemple, c'est les cellules de la peau, quand on fait une irradiation du sein ou une irradiation au niveau de la gorge. On casse quelques cellules en profondeur de la peau, et quand la couche de cellules de la peau arrive à la surface, il en manque pas mal, et donc la peau devient rouge, et c'est pour ça qu'il y a un effet décalé dans le temps, et c'est pour ça que de la première séance d'irradiation, il ne se passe aucun effet secondaire, et au bout de 2-3 semaines, apparaît la peau rouge chez certains patients. Donc voilà, ça répond à cette question. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce que du coup on ne fait pas des temps de radiothérapie très très longs, parce que du coup ça permettrait de ne pas avoir d'effets secondaires, puisqu'on laisse le temps aux cellules de vraiment se réparer, de se repeupler. Et ce qu'il y a, c'est que les cellules cancéreuses, elles en profiteraient pour, elles, à leur tour, se repeupler, et donc bien sûr c'est pas ce que l'on souhaite. Donc il faut jongler entre un temps de traitement suffisamment long, avec des petites doses par séance, tout en n'ayant pas un temps de traitement trop long, de façon à ne pas laisser le temps aux cellules cancéreuses de se redévelopper. Voilà, donc ça c'était la partie un peu plus théorique, maintenant on va regarder des vidéos. Donc non, alors juste le plan pour que le pratico-pratique, savoir comment ça se passe en fait l'indication de radiothérapie. Donc d'abord le spécialiste d'organes ou le chirurgien expose le cas dans ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire des réunions où il y a plusieurs médecins, il y a des cancérologues, il y a des radiothérapeutes, il y a des chirurgiens, des radiologues, des anapathes. On se réunit et on discute des dossiers. Donc on se dit, il y a une indication de radiothérapie, très bien, donc le spécialiste d'organes prend rendez-vous avec le radiothérapeute confirme l'indication de la radiothérapie quand il voit le patient. Après, on programme un centrage, on appelle ça simulation, donc je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Bon, je vais exposer un petit peu, hein, mais c'est voilà, en fait le but c'est de déterminer la position, la contention et de faire le scanner. Après je vais vous développer un petit peu tout ça. On fait le contourage, ça c'est la partie médecin qui dessine, la partie des physiciens, la partie dosimétrie qui se fait avec le physicien également, plus ou moins un deuxième passage au scanner quand il y a besoin de revérifier certains points ou tatouer un dernier point. La consultation d'annonce paramédicale avec le manipulateur qui réexplique les effets secondaires, qui rencontre les gens, qui permet ça permet aux gens de reposer des questions. Enfin, l'étape du traitement. Le patient est installé sur la table, on fait une imagerie de positionnement. D'abord, le patient, je vais le développer un petit peu plus tard, hein, mais d'abord le patient est repositionné en fonction de ses points tatoués. On fait une imagerie pour être sûr qu'il soit bien au bon endroit sur la table, et ensuite peut commencer le traitement. Et bien sûr, on suit les patients pendant les phases d'irradiation. Donc le centrage, en fait, ça consiste à avoir une acquisition anatomique, ça veut dire qu'en fait, le patient va être dans la position dans laquelle il sera traité en radiothérapie pendant toutes ces séances. Donc il faut déjà trouver la bonne position, des cales qui lui sont adaptés, vous allez voir quelques photos. Et ça consiste également à faire un marquage, un tatouage à la peau. En fait, c'est des petits points qui sont tatoués et qui vont servir, grâce à des lasers qui sont projetés, des lignes lumineuses qui sont projetées sur la peau, de faire correspondre la réalité du patient avec le monde numérique de la machine. Et donc ça permettra à partir des calculs que l'on aura fait, de pouvoir repositionner le patient au bon endroit sur la table. Donc voilà, les contentions, les contentions, c'est quoi ce bouton? Voilà. Vous voyez ici, ça c'est ce qu'on met sous les genoux pour bien caler. Donc tout ça, en fonction de la taille des gens, on les cale pieds, les cale genoux, on peut les bouger sur la table. Ça c'est un cale tête et ça c'est pour dégager un petit peu les bras. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc vous avez vu que j'ai donné de ma personne. Voilà, donc ça c'est pour caler sous les genoux et sous les pieds, et c'est une position qu'on va utiliser pour les traitements du sein, du poumon et de l'œsophage, puisque on dégage les bras de façon à laisser le thorax, de façon à ce qu'il n'y ait pas les bras qui nous gênent dans les champs d'irradiation. Donc on dégage les bras en arrière de façon à ce qu'on ait le thorax libre pour pouvoir traiter.
La position pour la prostate, pelvis bien sûr, tout ce qui est utérus, col de l'utérus, et pour les irradiations de l'abdomen, les pancréas, etc. On n'a pas besoin de dégager les bras, on est quand même un peu plus stable dans cette position, donc on fait poser les bras sur la poitrine. Vous voyez les fameuses lignes lumineuses dont je vous ai parlé. Le but, alors je ne me suis pas mis torse nu quand même, mais le principe c'est que les points qui sont tatoués sur la peau doivent correspondre à ces lignes, et c'est comme ça qu'on positionne les patients tous les jours, avant de réaliser l'imagerie de positionnement. Alors vous voyez l'exemple d'un masque que l'on utilise pour les irradiations ORL. C'est quelque chose, en fait, c'est une sorte de résine, hein, on appelle ça thermomoulé, parce qu'en fait on le met à tremper dans de l'eau chaude, on le fait un petit peu cuire, et une fois que c'est bien chaud, on l'égoutte, et on le met sur la tête du patient. On l'étire doucement, et ça prend la forme, on appuie un petit peu pour donner la forme du nez, du menton, des pommettes, et on attend que ça sèche. Et quand ça va refroidir et que ça va sécher, ça va devenir dur. Et vous voyez, là on a accroché les autres là par derrière, et il y en a un qui est accroché ici, ça c'est juste pour les irradiations de l'encéphale, on n'a pas besoin d'aller englober les épaules. Et en fait, chaque patient a son propre cache qui est stocké avec son nom dessus. Les marques, donc on n'a pas besoin de faire de tatouage parce qu'on peut directement mettre des bouts de scotch blanc et mettre des croix au feutre dessus. Et donc ça permet en fait d'immobiliser les gens de façon à ce qu'ils ne bougent pas, puisque ce sont des zones très sensibles. Tout ce qui est par là, on a tout un tas d'organes à risque, donc il ne faut vraiment pas bouger. On fait cette contention de façon à ce que le patient ne bouge pas. Voilà, donc après, bon, le contourage, je vous montrais quelques vidéos, mais c'est le médecin qui dessine, hein, ça ressemble un petit peu à Paint, hein, pour les spécialistes d'organes qui rigolent de ça. Donc, on dessine la tumeur, on dessine la zone où on pense qu'il peut y avoir des cellules microscopiques. Bien sûr, il y a tout un tas de référentiels qui sont décrits au niveau national et au niveau international, bien sûr. On dessine ce qu'on appelle les organes à risque, c'est-à-dire, bien sûr, ce que l'on veut épargner. Par exemple, pour une prostate, on va essayer d'épargner le vessie, la rectum et le tube digestif. Pour une tumeur du poumon, on va épargner le cœur, les poumons, la moelle épinière. Pour un cancer ORL, on va épargner les parotides, etc. Après, voilà, on définit des marges tout autour qui tiennent compte de l'éventuel envahissement microscopique, c'est-à-dire qu'on voit une boule, c'est la tumeur, et on se dit, il pourrait peut-être y avoir des cellules microscopiques qui sont par là. Donc, voilà, en fonction de la localisation, il y a aussi des référentiels qui nous permettent de faire ça. Et par-dessus ça, on reprend une marge qui, en fait, tient compte des incertitudes. Parce qu'on a beau mettre des masques, on a beau faire attention, faire des croix et faire des belles images, et le patient bouge. C'est indéniable. On ne peut pas rester 10 minutes sur la table sans bouger d'1 millimètre. Donc, on tient compte de ça, et il y a des marges qui sont prévues à la base pour tenir compte de ça. Donc je vous ai montré par exemple l'exemple d'un ORL, je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, là on voit une petite tumeur du sinus piriforme, et puis là on voit l'aire ganglionnaire qui est atteinte. Hop, on rajoute la marge microscopique, là qui est définie en fonction de la tumeur. Hein. On prend bien toute cette moitié de l'hypopharynx, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques, et on prend une petite marge automatique, là par contre, autour de l'aire ganglionnaire de 5 mm. Après, ça c'était le niveau de dose, c'est le niveau de dose le plus important que l'on va délivrer parce qu'on sait que c'est là où il y a de la tumeur. Mais après, pour certains cancers comme les cancers ORL qui aiment bien se mettre dans les aires ganglionnaires aux alentours, on fait un niveau de dose plus faible, donc le fameux niveau prophylactique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va aller irradier assez large, hein, d'ailleurs, tout autour, puisqu'on se dit qu'il y a peut-être des cellules cancéreuses dans cet endroit, donc on va aller irradier avec un niveau de dose un petit peu plus faible. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà. Après, il y a la marge dont je vous ai parlé qui s'appelle le PTV qui tient compte des marges d'incertitude. Et une fois qu'on a dessiné tous les organes à risque, hein, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. Donc par exemple, un contourage pour un cancer du sein tout simple. Donc on contourne le cœur, hein, le poumon gauche, le sein gauche, là où était la tumeur, ce qu'on appelle le lit tumoral, avec les marges pour le sein et pour le lit tumoral. Voilà. Hop, pardon, je vais... Donc ça, le sein est traité en technique classique. On n'a pas besoin des nouvelles techniques de radiothérapie. Alors voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessiné, il va y avoir une étape de balistique, c'est-à-dire le physicien de dosimétriste va venir placer manuellement des champs, avec, vous voyez les petites lames là dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, on les voit bien qui se dessinent, de façon à venir se mouler autour de l'organe que l'on veut traiter, en épargnant, alors là bien sûr on ne pouvait pas épargner complètement le poumon, mais en essayant de l'épargner au maximum. Voilà, donc je vous avais montré les champs pour traiter tous les seins. Et après, ce qu'on appelle les champs réduits, hein, des fois pour les patients qui ont une irradiation du sein, on appelle ça le boost. Voilà, c'est le volume. Au lieu de prendre tout le sein, les dernières séances vont en fait se localiser. Là, vous voyez un champ électron directement sur le volume du lit tumoral. Et donc, le but étant d'aller délivrer de la dose, un petit peu plus de dose à l'endroit où était la tumeur. Alors, une fois qu'on a positionné les champs, on a l'étape de dosimétrie, c'est-à-dire on va regarder ce que ça donne. On a positionné les champs, et vous voyez les petites lignes vertes,
c'est la ligne de dose. Donc le principe, c'est qu'il faut que le volume que l'on a déterminé avec les marges soit à l'intérieur du verre, tout simplement. Tout en épargnant au maximum le poumon, tout en évitant qu'il y ait des zones où il y a des sous-dosages et des surdosages, c'est-à-dire, t'es là, oula, ça chauffe par ici, donc il faut cacher. Là, il y a moins de doses ici, il faut en rajouter un petit peu. Donc ils ont tout un tas de techniques en cachant, en rajoutant des filtres, de façon à rendre la dose bien homogène, par exemple, dans tout le sein. Alors là, on voit des irradiations, je vous ai parlé d'irradiations ganglionnaires prophylactiques, hein, donc on irradie les ganglions, on n'est pas sûr qu'il y ait des cellules cancéreuses, mais c'est en fonction en fait de caractéristiques. Si on a un cancer du sein plus agressif, on va faire une irradiation ganglionnaire, donc vous voyez ici sus claviculaire, les selles, ce qu'on appelle la chaîne mammaire interne ou CMI, hein, qui est dans le séparage. Donc voilà, plutôt que de simplement irradier le sein et le lit tumoral, on va aller irradier tout ça. Alors, je vous montre le VMAT, hein, du coup, le VMAT, vous en avez peut-être entendu parler, c'est notre technique d'IMRT qui est la plus récente, où en fait, l'appareil tourne tout autour du patient avec des lames qui bougent en permanence, et ça permet vraiment de sculpter la dose, autour de ce que l'on veut traiter. Donc on utilise cette technique en routine pour le cancer de la prostate et le cancer ORL notamment. Donc vous voyez, là il faut que... Alors on ne voit pas très très bien. Hein. Vous pouvez remettre du coup ? Voilà, vous voyez ici, ça c'est la dose qui va être délivrée aux aires ganglionnaires. Vous voyez l'espèce de dessin, vous voyez que la dose vraiment s'applique à... si on traitait en 3D, ça donnerait une espèce de carré la dose ici, si vous voulez, quoi. Et grâce au VMAT, on arrive à creuser vraiment, la dose que l'on veut délivrer pour que ça se sculpte autour de ce que l'on veut traiter. Donc vraiment une épargne au niveau des organes à risque, donc notamment du tube digestif, donc nettement moins de diarrhée, nettement moins de rectite, d'irradiation du rectum avec des hémorroïdes, ou moins d'effets secondaires urinaires, grâce à cette technique. Alors là, je vous ai montré le premier temps, et le deuxième temps d'irradiation de la prostate, voilà, ben là, par contre, on se moule autour de la prostate. Alors, je l'ai mis en rouge, on a différentes façons d'afficher, je trouvais que c'était plus joli comme ça, mais vous voyez qu'ici, là, la dose est vraiment concentrée sur la prostate, et en bleu, on voit les plus faibles doses, qui sont vraiment, donc, vraiment diluées dans le reste du corps. Voilà. Donc vous voyez ici que la dose est creusée vraiment, hein, qu'il n'y a que des faibles doses, et donc tout le tube digestif qui est ici va être épargné grâce à cette technique. Alors je vous ai montré également pour l'ORL, je suis dans les temps ou pas là ? J'ai encore 5 minutes, c'est parfait. Voilà, donc 3 minutes, ok. Donc là par exemple pour un cancer ORL, avec les fameuses aires prophylactiques, hop, on voit en rouge la zone où il y a la tumeur, où on veut traiter à plus forte dose, à plus faible dose les aires ganglionnaires, et vous voyez que là c'est assez magique, en fait la dose est vraiment diluée ailleurs dans le reste du corps. Et donc bien sûr, grâce à ça, ça vous parle peut-être pas, mais on a nettement moins d'effets secondaires, on peut épargner les parotides, on peut épargner tout un tas d'organes, les oreilles internes, la mâchoire, les dents, etc. grâce à cette technique. Voilà, alors une petite dernière pour se faire plaisir. Voilà. Donc vous voyez les aires ganglionnaires, vous voyez la dose qui se met tout autour. Hop, le niveau de dose un petit peu plus important. Voilà, bon, on va passer à la diapo suivante. Alors, voilà, un petit mot sur l'IGRT, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est bien beau de faire une technique très précise où on va délivrer la dose juste à l'endroit où on veut. Mais pour ça, il ne faut pas bouger sur la table de radiothérapie, parce que sinon, on va tirer complètement à côté, donc c'est d'autant plus dangereux. Donc, on s'impose des moyens d'imagerie dont je vous ai parlé, là, le fameux appareil qui est greffé, qui fait des images de belle qualité, qui peut faire des espèces de pseudo-scanners, je vais vous montrer une image, et qui permet de vraiment faire, d'avoir des images en 3 dimensions de l'intérieur du patient tous les jours, avant chaque séance de radiothérapie. Et on embête les gens à se faire implanter des grains d'or intraprostatiques, vous les voyez, ces petits grains d'or. La manœuvre consiste grosso modo à faire comme des biopsies de la prostate, et on implante 3 tout petits grains d'or à l'intérieur de la prostate, et vous voyez qu'en fait, nous, ça nous permet d'avoir ces 3 petits grains d'or, ça nous permet de comparer le scanner de centrage et l'imagerie que l'on va faire sur le patient, et de faire matcher en fait les 3 grains sur les 3 grains, et vraiment se cale pile poil sur la prostate juste avant le traitement. Donc c'est super parce que ça permet vraiment de réduire les marges d'incertitude, puisqu'on sait qu'on tire au bon endroit grâce à cette technique. Donc du coup, on peut à la fois monter la dose, on peut épargner plus la vessie, plus le rectum. Donc voilà, c'est embêtant de retourner chez l'urologue pour se faire implanter ces grains, mais c'est vraiment un réel gain après. Et alors, à quoi ça sert d'avoir des imageries
bien performante, on peut faire donc ces pseudo-scanners. Et on peut se rendre compte, par exemple, vous voyez le rectum, là on voit la ligne orange, il faudrait qu'il ressemble à ça. Donc là j'ai pris un exemple extrême. Hein. Et là, ce jour-là, le monsieur avait énormément de gaz, hein, donc c'était très urgent. Et donc là on n'est pas du tout au bon endroit. Vous voyez que là normalement il faudrait que le rectum soit positionné dans cette ligne orange. Et là il y a une énorme bulle de gaz. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Et bien le patient descend de la table. Il va se soulager au WC, on prend 1 ou 2 patients en attendant, et après on recommence, on refait un scanner jusqu'à qu'on soit satisfait du positionnement avant de traiter. Donc voilà, donc en conclusion, ça tombe bien. Grâce aux nouvelles techniques de radiothérapie, on peut vraiment améliorer ce que je vous ai parlé, la distribution de dose, c'est-à-dire vraiment sculpter la dose que l'on veut à l'endroit où on veut la donner. Ça s'appelle l'IMRT. Hein. Nous, on a le VMAT qui permet en fait de faire de l'IMRT mais qui tourne tout autour du patient en même temps, ce qui permet d'aller plus vite, en fait. Et d'aller plus vite, mine de rien, ça évite au patient de bouger, puisque la technique d'IMRT statique, c'est-à-dire qui n'est pas comme le VMAT, les séances de traitement peuvent durer jusqu'à 25 minutes. Là, en VMAT, en 10 minutes, on peut le faire. Donc, ça permet de ne pas bouger et donc d'être au final plus précis et c'est plus agréable pour le patient également. Et donc, bien sûr, c'est bien beau d'avoir une belle technique de délivrance de la dose, mais il faut bien sûr contrôler l'endroit où est le patient, d'où l'intérêt des grains d'or et de faire une imagerie. Voilà.